Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Notre édition de ce lundi 21 septembre débutera par la visite de Stéphane Le Foll à Morsinx, puis la présentation de la liste PS des prochaines élections régionales. Nous quitterons le domaine politique pour nous rendre au premier forum des associations de TOS, puis à Ondres pour une initiative intéressante entre parents et personnel éducatif, avant de suivre la fête du cheval à Rivière. Nous finirons notre journal par la découverte du métier de cordiste. Aujourd'hui, nous vous proposons un détour par Morsinx, où avait lieu la 98e Assemblée Générale du Syndicat des Sylviculteurs de Sud-Ouest. Cette Assemblée Générale s'est tenue en présence de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Reportage. Au cours de cette assemblée générale, le président du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest n'a pas manqué de remercier le ministre de la Forêt pour l'intérêt qu'il porte à l'économie forestière, lequel ministre a rappelé que l'engagement de l'État en faveur du reboisement d'après Claus est maintenu. Il a aussi souligné à plusieurs reprises tout l'intérêt d'une filière bien structurée. Je sais que le travail qu'on a fait depuis 2-3 ans commence à être à la fois pas reconnu au sens où ça serait une reconnaissance d'une action, mais ça commence à se voir, ça se sait, et le CISO ici aura été à la fois exigeant dès le départ, et je me rappelle quand je suis arrivé, je l'ai rappelé sur la tempête Claus et les 60 millions d'euros que nous avons débloqués, mais un acteur important dans l'innovation, dans les réformes qu'on a engagées, et surtout dans, je l'ai dit, dans l'idée toute simple que pour être performant économiquement, écologiquement, demain, il faut être organisé. Et là, on a un exemple d'organisation. Pour être performant, il faut aussi avancer et innover. C'est pourquoi le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest souhaite lancer un nouveau plan de développement forestier. Après la tempête Claus, comme ça a été dit, aujourd'hui presque 200 000 hectares ont fait l'objet du reboisement, 170 000, de nettoyage de 100 000. Et donc il faut que nous franchissions une nouvelle étape. Donc aujourd'hui, nous voulons créer ce nouveau développement forestier parce que nous voulons conserver les emplois qui sont ici dans l'industrie, mais amener aussi peut-être d'autres industriels parce que nous savons qu'il y a une ressource. Contrairement à ce que l'on avait pensé, on croirait qu'il y avait une baisse de notre production. Or, il s'avère que par l'accroissement, on le voit aujourd'hui, il y a cette activité qui est là. Et donc, nous voulons booster notre activité et que les forestiers en retrouvent un intérêt. Valorisation du bois et chimie verte sont des axes de développement pour les sylviculteurs qui pourront compter sur le soutien de l'État dans leur plan de développement forestier. On l'accompagnera avec un certain nombre de mesures, et ils ont été rappelés d'ailleurs tout à l'heure sur les dispositifs fiscaux qu'on a mis en place. Le CIFA est important, les systèmes CDO, les défis, le système défi qui est aussi qu'on va adapter, qu'on va continuer à adapter pour aider. Le fonds stratégique, qui est abondé aujourd'hui, on a discuté, centimes forestiers plus la prime défrichement, mais avec des objectifs à plus moyen et long terme, avec les débats qu'il y a sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur une mobilisation des fonds carbone. Bon, ce fonds, il existe maintenant, donc on va accompagner tous ceux qui vont penser les 10-15 ans à venir, avec en plus une discussion, vous l'avez compris, sur un plan national sur la forêt et le bois en France, qui va définir des grands axes stratégiques, qui sera décliné au niveau régional et qui va permettre à partir de là de s'engager dans le processus concret du développement de cette filière. À Morsinx, le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest est reparti de cette 98e Assemblée Générale, satisfait des annonces faites par le ministre. Ça y est, la campagne pour les élections régionales du 6 et 13 décembre prochain a débuté. Dans les Landes, le Parti socialiste a dévoilé sa liste à la presse sur le site de la réserve naturelle d'Erjuzan, site récemment réaménagé grâce au soutien du Conseil régional. Candidat à la présidence de la future grande région, rassemblant l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes, Alain Rousset, actuel président de la région Aquitaine, est venu soutenir ses 14 colistiers landais, emmenés par Renaud Lagrave, conseiller régional sortant. On a commencé, nous, à travailler depuis plusieurs semaines sur cette campagne, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la présentation des candidats, c'est un moment, je crois, important. De voir et concrètement et physiquement tous les gens qui vont se présenter pour cette nouvelle région, avec une représentation, vous l'avez compris, qu'on a souhaité sur tout le département des Landes, qui est quand même assez vaste, issu un petit peu de tous les métiers, avec un rajeunissement, puis surtout un très très gros renouvellement de notre liste. On a, je crois, fait en sorte que cette liste elle soit à l'image des Landes.
Afin d'intéresser les Français à ces nouvelles élections, un des enjeux majeurs de la campagne va être d'expliquer les compétences de la région et son rôle au quotidien. Tout simplement en rappelant que finalement la région c'est tous les jours, comme vous venez de le dire, c'est les transports, c'est les lycées, c'est le développement économique, c'est la formation professionnelle, c'est des aides directes pour les jeunes de cette région. Bref, quel que soit le côté où vous tournez, vous avez la région qui est en proximité. C'est évidemment l'accompagnement aussi des territoires ruraux, l'accompagnement des entreprises en difficulté. Bon, quel que soit le côté lequel on regarde, il y a la région qui est, je crois, présente. Donc, c'est expliquer ça tout simplement. C'est finalement revenir un petit peu aux fondamentaux. Et puis, convaincre nos concitoyens, en particulier en Aquitaine, mais aussi dans les 2 nouvelles régions qui vont constituer cette future région, que finalement, ce qu'on pourrait qualifier de mariage est une chance, est une richesse, que ce soit pour la filière bois, que ce soit pour l'agroalimentaire, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour le littoral. Tous ces sujets-là vont, je crois, être un moment aussi très important qu'on va permettre de développer encore plus. Et puis surtout, vous savez, c'est aussi, à mon avis, une occasion pour remettre finalement en cause un certain nombre de choix, peut-être dans lesquels on avait les uns et les autres des certitudes. L'occasion de brasser avec des territoires différents, ça va, je crois, aussi être quelque chose de très important. Pour Alain Rousset, chef de file PS de cette future grande région qui deviendra la plus vaste de France, la construction de cette nouvelle collectivité est un défi exaltant à relever. C'est un défi inédit, excitant et qu'on a un peu relevé en Aquitaine. C'est un défi inédit parce que la fusion des régions n'a jamais existé. C'est un défi excitant parce que ne serait-ce que la rencontre avec les acteurs socio-professionnels, avec une de mes colistières en Creuse qui est éleveur de chèvres, avec un troupeau magnifique, responsable professionnel dans la génétique. Voilà, c'est des rencontres aussi, extraordinaires. C'est le directeur de recherche d'une grande coopérative agricole de Poitou-Charentes, Terrena, qui devient un colistier. Et puis j'ai rencontré l'autre jour l'entreprise qui a fabriqué l'Hermione. L'entreprise qui a fabriqué l'Hermione, qui est d'ailleurs l'entreprise dirigée par le président de la CGPME. Bien, c'est gratifiant tout ça pour moi, c'est quelque chose de très fort. Donc voilà, je rencontre, c'est excitant, c'est un défi, mais on va le relever. On va le relever d'autant plus que, regardez l'Aquitaine, c'est les Basques et les Béarnais, c'est les Landais, les Périgourdins, les Bordelais. Donc cette diversité, on l'a déjà. La campagne des régionales est lancée. Prochaine étape pour le Parti socialiste, les réunions publiques. Une première s'est tenue à Tos le samedi 12 septembre, son forum associatif. C'était pour les Tossais et quelques voisins l'occasion de découvrir quelques stands à Triomphe. Regardez. Réunion associative samedi dernier à Tos, un forum qui s'est déroulé à la salle des sports, un endroit habituel pour la plupart des associations, notamment pour les sports de combat tels que le taekwondo. Le taekwondo, c'est un peu ce qu'on appelle le karaté volant. Le karaté volant parce qu'il y a beaucoup de coups de pied circulaires, aériens, retournés. C'est assez spectaculaire comme sport. Beaucoup d'explosivité, voilà, beaucoup d'impact. Et les combats vont jusqu'au KO, à la différence du karaté Shotokan où c'est à la touche. Au taekwondo, on peut aller jusqu'au KO. J'ai trouvé que ça m'allait très bien, ça m'avait mis en confiance, c'est un art martial qui me mettait en confiance, qui me permettait de m'exprimer contrairement au karaté. C'est pas qu'au karaté on ne s'exprime pas, c'est pas qu'au karaté on ne fait pas des belles techniques, mais c'est qu'au taekwondo j'avais trouvé ce qu'il me fallait quoi. Ce qu'il me fallait, c'était dynamique, c'était vivant, il y avait une panoplie de techniques, je pouvais m'exprimer, je pouvais voler, me retourner, faire ce que je voulais quoi. Voilà. Au taekwondo, je vais jusqu'au bout de moi-même, c'est-à-dire que je me surpasse. De toute façon, c'est un art martial qui nous amène à nous surpasser. Parce qu'il y a tellement d'exigences, il y a tellement de technicité dans la pratique que pour être bon, pour se sentir bien, il faut pousser les choses à fond. Il faut, comme toute chose dans la vie, quoi, quand on fait les choses à moitié, même on n'est pas content de soi-même, quoi. On a toujours l'impression qu'on aurait pu mieux faire.
Et au taekwondo, on a justement cette possibilité de faire tout ce qu'on veut. Ça regroupe pas mal de choses, le physique, le cardio, la technique et tout ce qui est, comme j'ai dit, on appelle ça en général le freestyle. Un autre sport tout aussi aérien mais beaucoup moins violent, le badminton. Donc en fait, moi je suis juste joueuse. Il n'y a pas d'entraîneur spécifique pour chaque entraînement. C'est du sport loisir avant tout. Et après, on se donne des conseils mutuellement. Et après, il y a possibilité pour certains de pouvoir faire des stages ou faire plus des entraînements spécifiques à l'extérieur. Mais nous, c'est surtout du sport loisir. Donc le badminton, moi au départ, j'étais pas j'en faisais comme tout le monde à l'école, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un sport où je sais que c'est quand même convivial, tout le monde peut y aller assez facilement. Et on peut progresser très vite si on est assidu aux entraînements. Donc on invite tout le monde à venir tester. Et surtout que c'est une association sympathique qui essaye de faire des petites soirées régulièrement. Donc on fait aussi la nuit du bad, on organise la nuit du badminton. Donc, on le fait entre nous et ensuite on fait aussi la nuit du badminton déguisé, histoire de rigoler. Et on invite les autres associations de badminton qui sont dans les environs, histoire de faire des rencontres amicales. Et pour ceux ou celles qui sont claustrophobes, s'abstenir car voici la spéléologie. Il y a donc ces stages qui sont techniques d'évolution, bien sûr. Mais il y a également donc des stages pour la découverte des milieux karstiques, pour comprendre un peu le milieu dans lequel on évolue. Des stages de découverte de la biospéléologie, donc de connaître également donc, les animaux qu'on va pouvoir rencontrer sous terre, la faune. Et puis après, donc des stages spécifiques pour établir donc, des colorations. Donc, on a découvert une grotte, on a fait donc, des colorations donc, pour comprendre le système hydrogéologique donc, du secteur. Et après, on fait également, il y a des stages tournés pour faire de la topographie. Donc c'est quand même quelque chose d'assez ouvert. Il n'y a pas que le milieu sportif. Si vous avez envie de voir quelque chose complètement nouveau, vous dépayser, ne plus avoir donc de repères temporels et puis d'avoir l'impression d'être encore explorateur, mais venez nous rejoindre. C'est quelque chose qui est assez mythique et où on se fait de bien plaisir. Et on est donc une bande d'amis qui est... On fait un effort individuel, mais on a besoin de tout le monde pour pouvoir évoluer. À la découverte ou au dépassement de soi, le village de Tos propose donc de nombreuses activités tout aussi enrichissantes. Aller à la rencontre des maîtres et maîtresses d'école, cela peut paraître normal pour les parents. Mais qu'en est-il des animateurs, des surveillants ou encore des cuisiniers? À Ondres, début septembre, cette rencontre avec les services éducatifs a été organisée pour bien démarrer l'année. Vendredi 11 septembre, les services éducatifs ondrais étaient présents au restaurant scolaire de l'école élémentaire pour permettre aux parents de découvrir les acteurs de la vie éducative. Alors ce soir, c'est une première. Nous avons organisé des portes ouvertes des services éducatifs. Les objectifs. Le premier, c'était de proposer aux parents, aux familles, de rencontrer toutes les personnes qui interviennent sur le temps de leur enfant, que ce soit à l'accueil périscolaire, au moment des repas, au moment de sieste, au moment du périscolaire, de l'extrascolaire ou à la maison des jeunes. Tous les services sont représentés ce soir, avec aussi les partenaires du service éducatif, c'est-à-dire la bibliothèque, mais aussi la police municipale qui gère aussi la sécurité de tous les enfants aux abords des écoles. Valoriser le travail de tous ces acteurs, même les moins connus, comme les cantinières ou le cuisinier, grâce à la rencontre et à l'échange. C'est juste une présentation de leurs activités et puis peut-être pouvoir répondre en direct aussi aux parents, les rassurer. Puis je pense que pour les parents aussi, c'est important de pouvoir mettre un visage sur un prénom. Les enfants qui rentrent le soir qui disent c'est Martine ou c'est Monique qui m'a donné à manger. Je pense que pour les parents, c'est important de savoir qui sont Monique et Martine.
Ça fait 3 ans qu'on est ici, sur Ondres, et c'est le genre d'initiative qui peut aussi rassurer les parents sur le parcours des enfants au sein de l'école et au niveau de la commune. Il y a beaucoup de monde que je connais, forcément, avec 3 enfants en bas âge, tout ce qui concerne la scolarité au niveau maternel, plus ce qui concerne l'école primaire, où on entre moins en tant que parents. Donc ça permet d'avoir des renseignements sur ce que vivent les enfants à l'école quand on a des petits qui ne racontent pas forcément ce qu'eux vivent à la journée. Je viens de Normandie, on est arrivé depuis 10 jours à peu près. Donc c'est l'idéal pour nous parce qu'on ne connaît rien ni personne. Je trouve que c'est l'idéal pour les parents surtout qui arrivent d'une autre région, notamment, mais aussi pour les parents qui sont ici, parce qu'on a toutes les informations possibles en une soirée. Là, on a été surtout voir TAP et le centre de loisirs, parce qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'y aller. Donc on voulait juste avoir des informations pour s'inscrire, puis avoir le planning, etc. Et pour compléter ce forum des services éducatifs, le directeur des services techniques était présent également pour parler de la future extension de l'école. Eh bien, je suis là pour présenter le projet de l'extension de l'école élémentaire à Ondres, donc qui correspond à la construction de 4 salles, 2 salles de classe et 2 salles d'animation. Alors les salles de classe, c'est pour relocaliser 2 classes actuelles qui sont logées dans des locaux vétustes, préfabriqués. Et donc ensuite, les 2 autres salles seront des salles d'animation liées pour les TAPS. On a déjà fait des informations par le biais du militaire municipal ou par le biais du journal, mais c'était pour profiter de cette occasion de leur donner en direct quelques éléments complémentaires sur l'avancée du projet. Je suis agréablement surpris puisqu'il y a quand même eu pas mal de personnes qui sont venues me voir, enfin voir du moins les plans parce que ça intrigue toujours des plans et donc automatiquement il y a eu du monde effectivement. Ouais. Des parents nombreux à avoir été curieux, l'année peut démarrer sereinement. Le poney game et le tir à l'arc à cheval sont 2 disciplines équestres qui ont été mises à l'honneur dimanche 13 septembre à Rivière pour la première édition de la fête du cheval. Les jeunes cavalières et cavaliers du Menuset à Saint-Jean-de-Marsac et de la ferme Bertrand à Castelnau-Chalosse se sont gentiment opposés dans une démonstration de Pony Games pour cette première fête du cheval organisée par l'association des éleveurs de Rivière. Le but de cette manifestation étant de récupérer des fonds pour travailler au niveau des barthes pour la sauvegarde, puisque les barthes sont envahies par une plante invasive. Et donc les fonds nous permettront de travailler en collaboration avec la commune, le conseil général, le conseil départemental, ainsi que le centre d'environnement, de travailler avec eux pour gérer cette plante. Outre la sensibilisation du public au problème de la jussie dans les barthes, la fête du cheval a mis à l'honneur le Pony Games, une discipline équestre ludique qui se pratique en équipe et en relais à travers différents jeux de vitesse ou d'adresse accessibles à tous les cavaliers. À partir du moment où les enfants commencent à trotter, même voire un petit peu galoper, peuvent commencer le Pony Games et après, bien sûr, jusqu'au confirmé sans aucun problème. Au contraire, ça développe justement l'agilité à cheval. Ça met les élèves bien à l'aise, justement, parce que c'est par le biais du jeu, donc ils progressent très vite et souvent ils pensent plus à jouer qu'à avoir peur de l'animal, quoi. Et en plus, le côté jeu, le côté compétition où on reste quand même 3/4 d'heure sur la compétition sur le poney. Il y a des disciplines où on passe très vite, notamment un tour de CSO, ça dure en moyenne 1 minute, 1 minute et demie. Donc les enfants sont contents de garder un bon moment, la détente plus la compétition derrière. À l'opposé du Pony Games qui fait monter l'adrénaline des cavaliers, le tir à l'arc à cheval, toute nouvelle discipline au sein de la Fédération française d'équitation, nécessite calme et sérénité. Il faut vraiment avoir une bonne connaissance du cheval pour lui faire entièrement confiance. Il faut surtout ne pas être stressé, ne pas être tendu. Il faut être le plus zen possible à cheval. Et ensuite, il faut avoir de l'aisance également, puisque quand on est au galop en équilibre, qu'on a 12 flèches, un chargeur de 12 flèches et qu'on doit tirer les flèches le plus vite possible, il faut être à l'aise à cheval. Donc on travaille sans les rênes, on travaille avec la parole, avec le poids du corps. Une fois que le cheval est dans le run, donc dans le couloir, c'est un couloir de 100 mètres, le cheval décide, entre guillemets, d'aller vite ou doucement. Et le but du tir à l'arc, c'est d'aller le plus doucement possible au galop, d'avoir un galop le plus lent possible, bien sûr, sans les rênes, puisqu'il faut tirer le plus de flèches possible.
On n'est pas du tout dans une optique de tir à l'arc spectacle, démonstration de spectacle, où là, il faut aller le plus vite possible et tirer des flèches sur des ballons enflammés éventuellement. En juillet dernier, lors des seconds championnats de France de tir à l'arc à cheval, le menuisier a envoyé 4 cavaliers qui se sont brillamment illustrés en terminant à la 12e, 10e, 9e et première place. C'était à la base inattendu et au fil de la session, en fait ça s'est passé sur 2 jours. Donc on avait 6 passages à faire le premier jour, 6 passages à faire le deuxième jour. Et au fil des passages, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller jusqu'au bout. J'avais à la fin de la première journée une de mes cavalières qui était première sur l'ensemble des candidats. Moi j'étais 3e et on s'est dit pourquoi pas essayer d'aller jusqu'au bout. Champion de France en titre de tir à l'arc à cheval, Lionel Orenga gonfle le palmarès du plus gros club landais, le Menuisier, qui vous attend si vous aussi vous avez l'âme d'un Robin des Bois ou si le Pony Games vous attire, une discipline à pratiquer aussi à la ferme équestre de Bertrand. Qu'est-ce qu'un cordiste? Un fabricant? Un réparateur de cordes? Non, pas vraiment. C'est Jimmy aujourd'hui qui vous explique toutes les ficelles de son métier. Jimmy a 27 ans, il aime la moto, les lasagnes et son métier. Jimmy est cordiste. Je suis une sorte d'alpiniste du bâtiment. On m'appelle pour effectuer des travaux qui sont difficiles d'accès et c'est bien plus rapide que de monter un échafaudage. Je suis spécialisé en maçonnerie, donc du coup je prends mes outils et je travaille au bout d'une corde. Jimmy est donc compétent à la fois en maçonnerie et en escalade. Il est évidemment à l'aise dans les airs et en très bonne condition physique. On nous imagine toute la journée la tête en bas. C'est un peu vrai d'ailleurs. Pour les enfants, on est surtout des super-héros. Il est prêt notre cordiste? Toujours prêt. Ne le répétez pas aux enfants, mais tout est ultra sécurisé. C'est vraiment la base de ce métier. Ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment la diversité des chantiers et cette sensation de liberté, c'est vraiment incroyable. Jimmy a son certificat de qualification professionnelle et l'on devient aussi cordiste grâce à l'alternance. On recherche 4000 cordistes intérimaires tous les ans pour un salaire de 1 600 € et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Au boulot. Et hop! C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.